Bonsoir à vous, bienvenue sur JDR Factory dans ce deuxième épisode de Jouons avec. On a bien aimé faire les points de vie, donc maintenant on va parler d'initiative. Générique. Bienvenue, bonjour, rebonjour pour ceux qui ont décidé de suivre la série Jouons avec. Donc aujourd'hui on va parler d'initiative avec trois super invités. Alors évidemment, il y a Axel, mais qui n'est même plus un invité, qui fait partie de la maison. Nous avons ensemble décidé de monter ce projet de Jouons avec, mais nous avons deux super invités. Nous avons Eric Nieudant qui a décidé de revenir, hein, malgré tout, malgré la souffrance ultime qu'il avait vécue la Quand, première fois, il est quand même revenu pour quand nous on parler lance des dés, hein. d'initiative. Quand on lance des dés, moi je suis toujours partant. Voilà. Et nous avons Romain D'Huissier. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu présent lorsqu'on t'a demandé de venir parler d'initiative. Merci à vous pour l'invitation, surtout. Ben voilà. Donc, est-ce que, Eric, tu veux te présenter, te représenter rapidement? Ouais, ça va être en gros la même chose parce qu'on n'a toujours pas réussi à finir la version française de Makato Monsters, donc elle sera bientôt dans toutes vos boutiques de PDF. Bientôt, voilà. Et il n'y a plus grand chose à faire, mais il faut qu'on le fasse. Et à part ça, je fais du jeu de rôle depuis les années 80. J'écris des trucs, je traduis des trucs depuis les années 90, tout juste, 99. Et on me connaît pour, je sais pas, le jeu de rôle L'Enfeust, Archipel chez Oriflamme, Star Drakar, dont je parlerai peut-être en matière d'initiative, même si le système dont je me souvenais n'était pas aussi bon que celui que j'ai relu aujourd'hui. Et puis voilà. Très bien. Et Romain, première participation à JDR Factory, présente-toi. Moi, c'est Romain D'Huissier, donc je suis dans le milieu depuis un peu plus de 20 ans en tant qu'auteur. J'ai participé à des gammes comme Chin, La Brigade Chimérique, Hexagone Universe, Luchador, et puis actuellement je mets la dernière main aux Chroniques de l'étrange, donc adapté de ma propre trilogie de romans, qui paraîtra chez Entremonde en automne. Donc aussi romancier. Oui, à l'occasion, on va dire. D'accord. Ouais. Ouais, À l'occasion, mais bon. c'est une bonne occasion quand même, hein. C'est une occasion qui revient souvent, semble-t-il. Une bonne occasion. Très bien. Axel, est-ce que tu veux nous faire rêver? Moi, vous me connaissez déjà, donc je vais pas me représenter à chaque fois. Je fais partie des meubles plutôt jeunes rôlistes comparé à tout ce beau monde autour de moi. Je profite des vidéos pour apprendre et rencontrer plein de choses et rencontrer plein de gens différents, donc je suis très content. Je joue à plein de trucs différents. Moi, je suis un touche-à-tout, un papillon surtout, parce qu'en vrai, je m'ennuie très vite sur les différents jeux de rôle, de Warhammer à L5R, en passant par tout ce qui est PBTA, notamment Libreté de Billy Dacier que j'aime beaucoup. La raison pour laquelle j'ai invité Romain, c'est parce que j'ai joué beaucoup aux jeux de super-héros, que j'ai joué à Hexagone Universe, et que j'ai trouvé que le système d'initiative, justement, était assez intéressant. Donc voilà. Eh ben, on va en parler, tant mieux. Voilà. L'initiative. Alors, je vais vous faire une introduction plus qu'éclair sur l'initiative, parce que pour le coup, moi, l'initiative, c'est quelque chose où j'ai jamais beaucoup réfléchi sur l'initiative. Je veux vraiment être le candide ce soir. Et pour moi, l'initiative, c'est vraiment l'héritier de l'ancêtre du jeu de rôle, c'est-à-dire le wargame, c'est-à-dire le jeu d'escarmouche, où on a des figurines, il y a des combats, et comme c'est souvent du tour par tour, et que chaque adversaire ou participant au combat attaque à son tour, c'est important de savoir qui tape le premier. Parce que c'est quand même ça, pour moi, l'initiative à la base, c'est-à-dire qui tape le premier. Et si tu tapes le premier, ça peut être bien, parce que si tu tues ton adversaire avant qu'il ait temps de taper, c'est fini. Donc, l'initiative, est-ce que c'est que pour le combat? Est-ce que ça sert à plein d'autres choses? Écoutez, on va essayer de répondre à ces questions et de demander à nos super invités ce qu'ils peuvent nous dire sur l'initiative. Romain, parle-nous de Hexagone Universe, de l'initiative dans ce jeu, et comment tu es arrivé, en fait, de cette initiative classique que j'imagine que tu connais, que tu as pratiqué. Comment tu en es arrivé à ta nouvelle approche de l'initiative? Ouais, alors pour ça, il faut remonter justement peut-être un peu à la source, entre guillemets, qui est effectivement l'initiative à la base, c'est vraiment on jette un dé, on voit le score qu'on fait, on ajoute éventuellement à sa rapidité, agilité,
Et puis on a une échelle décroissante des gens qui vont taper. Personnellement, quasi depuis mes débuts, c'était un truc que je trouvais chiant, en fait. L'initiative, pour moi, c'est pas chiant dans le sens pénible, parce que c'est souvent assez simple, mais chiant dans le sens c'est pas amusant. C'est un peu le passage obligé, voilà, au début d'un combat, même au début de chaque tour, des fois, où voilà, on fait que choisir qui va agir le premier, qui va agir ensuite, etc., jusqu'à la fin. Et j'ai toujours trouvé que ça manquait vraiment de fun, d'implication. C'est peut-être, ça vient peut-être de ma pratique de plus en plus, comment dire, poussée des jeux de plateau, mais je pense que c'est un élément qu'on oublie parfois de ludifier, alors qu'il y a tout pour. Et je crois que dans quasi tous les jeux auxquels j'ai pu participer, en tout cas sur ce sujet, sur les règles, j'ai toujours fait quelque chose de différent. Alors au début, c'était peu différent, c'était un petit peu plus simple, il y avait un tout petit truc en plus. Et puis actuellement, de plus en plus, j'essaye vraiment que l'initiative soit pas ce truc un peu trop chiant, un peu fade, en fait, pour tout dire. Et déjà réfléchir quel est le thème du jeu, dans quel genre il s'inscrit. C'est évident qu'on va pas traiter l'initiative de la même façon par exemple dans un jeu comme Hollywood, puisque c'est la dernière partie que j'ai faite, où on défouraille sans initiative, puisque c'est confus, les gens se tirent dessus, on est dans le hard-boiled, donc il n'y a pas besoin d'un système d'initiative pointu. Alors que si on est, je sais pas, dans un duel à la Sergio Leone, celui qui va dégainer le premier, c'est déterminant en fait. Et puis dans les Chroniques de l'étrange, qui est un jeu avec une très forte composante d'arts martiaux, c'est évident qu'il faut qu'on s'amuse avec ça, même si c'est pas extrêmement réaliste. Voilà, le mec qui fait le kung-fu de l'éclair divin céleste, il va forcément être plus rapide que le mec qui fait le kung-fu du rocher invulnérable, en fait. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui rende un peu ça. Alors pour parler plus spécifiquement d'Hexagone, le genre c'était le super-héros. Et ce qu'on constate souvent, que ce soit dans les BD et maintenant dans les films, c'est que les héros agissent en équipe. Et donc, ils s'appuient l'un sur l'autre, ils ont des tactiques qu'ils mettent au point. Je pense que tous les vieux fans de Special Strange doivent se souvenir, par exemple, du fameux Cannonball spécial de Colossus et Wolverine. Il y a des combos comme ça entre pouvoirs également qu'on peut appliquer. Et donc, je voulais un truc comme ça, moi, pour Hexagone. Donc, c'est pour ça que j'ai mis au point, effectivement, cette idée d'avoir dans l'équipe un leader qui va coordonner les autres, qui fera le jet principal, et puis les autres lui donnent un coup de main, chacun avec sa spécificité. On fait un jet global, on a un nombre de succès, et ces succès vont se distribuer à chaque tour à tous les PJ. Donc il y a un seul jet en début de combat, mais à chaque tour, on va pouvoir redistribuer les succès qui vont dire qui va agir d'abord, qui va agir ensuite, est-ce que deux personnages peuvent se coordonner, etc. Le but étant justement de permettre aux PJ de mettre au point des tactiques sur le terrain en fonction des adversaires, en fonction de la configuration des lieux, qui mettent vraiment à profit leur pouvoir, leur capacité. Alors, typiquement, par exemple, le leader du groupe, il va pouvoir dire qu'il fait un jet de charisme plus commandement, puisqu'il va coordonner ses groupes, donc rien à voir avec la rapidité de lui-même, mais c'est le gars qui va donner les ordres aux autres. Le super rapide de l'équipe va ajouter sa vitesse pour dire que lui, voilà, il peut être un peu partout. Le type qui vole, il va planer en hauteur pour avoir une bonne vue du terrain, et donc il va donner ses dés de vol au jet du groupe. Et comme ça permet vraiment que les joueurs ont une grosse liberté pour construire leur initiative et ensuite se la distribuer entre eux. Alors, comme je disais à Axel tout à l'heure, c'est rare que j'ai des bons retours sur ce système d'initiative. Beaucoup de joueurs, la plupart des retours que j'ai, disant qu'il est peut-être un peu trop lourd, un peu trop compliqué à mettre en œuvre autour de la table. J'ai un peu trop le nez dedans pour vraiment juger, hein. Je ne suis pas assez objectif pour savoir. Moi, je continue à bien l'aimer, puisqu'il atteint un peu le but que je lui avais fixé. Je trouve qu'il ne casse pas vraiment la dynamique du combat. Après, il faut bien que je tienne compte de ces retours. C'est des choses que j'écoute et que j'intègre à ma réflexion sur d'autres types de systèmes d'initiative. Et donc, juste une question donc de béotien total avec cette mécanique. Donc, si on peut répartir ces succès, donc on va dire, c'est quoi? Chaque succès, tu as le droit d'agir, c'est ça? Non, chaque succès, c'est ton score d'initiative, en fait. T'en prends 3, tu agiras à 3, ou à 2 et 1, puisque tu peux fractionner ton initiative pour des actions multiples. Voilà, en gros, quoi. Donc, tu vas décider, est-ce qu'on file notre initiative au gros balèze du groupe qui va blaster le chef de l'équipe adverse en espérant mettre un terme rapidement au combat, ou est-ce qu'on va plutôt s'équilibrer entre nous, parce qu'en face, ils sont nombreux et coordonnés?
C'est ce genre de décisions un petit peu qui peuvent être prises. D'accord, mais donc tu affectes un rang d'initiative à chaque participant? C'est ça. D'accord, tu Oui, peux pas dire, tout le monde veut le gros bourrin va taper tout seul et les autres vont regarder parce qu'on lui donne tous les rangs non, parce d'initiative, que tous les persos ont de toute façon, par défaut, agissent tous à 1, en fait, au final. mais Même s'ils ne prennent aucun dé de ce pool global. tu dois pouvoir perdre un peu de temps si tu laisses tes joueurs décider, réfléchir. Attends, mais si on fait ça, Ouais, bah c'est forcément c'est la contrepartie. Après, comme dit, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu réfléchi. Est-ce que les joueurs le perçoivent comme une perte de temps ou comme un élément fun? Après, voilà, ça dépend peut-être des joueurs aussi. Ceux qui aiment que ça aille vite, ils sont peut-être un peu embêtés. Ceux qui aiment bien réfléchir, ça leur plaît peut-être plus. Ouais, j'ai trouvé que ce que tu disais était hyper important parce qu'effectivement, il rend bien l'objectif que tu avais fixé, c'est-à-dire le côté travail d'équipe. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Effectivement, il faut un peu de temps pour se l'approprier, mais en fait, au bout de 2-3 parties, on est habitué à qui fait le jet, comment ça se passe, etc. Il y a des automatismes un peu pour les tactiques de combat, et finalement, la répartition se fait assez vite. Mais on peut s'adapter aussi aux situations, comme tu le disais. C'est pas la même chose si on a un groupe avec un personnage fort et des gens autour. Euh, Effectivement, il prend plus de temps, mais il y a vraiment ce côté ludique de savoir comment c'est vraiment de la stratégie pour moi derrière ce jet. Et puis en plus, si je dis pas de bêtises, il est lié à la mécanique d'énergie. Et du coup, il y a tout un système aussi d'attrition et de savoir si on peut agir, comment on fractionne, etc. et donc, quand tu fais ton rang d'initiative, dans Hexagone, tu peux faire, j'imagine plein de choses et pas juste mettre un coup de poing. J'imagine tu peux, tirer le tapis sous les pieds du gars, agir sur le décor. Enfin, j'imagine que dans la tactique, c'est pas seulement, je mets un gros point, puis moi je mets un autre gros point. Tu peux fabriquer comme tu l'as dit, des combos. Donc j'imagine que chaque personnage peut agir de manière, indirecte et pas obligatoirement directement dans la face de l'adversaire. Oui, bah de toute façon, ils peuvent toujours se défendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle des points d'audace qui permettent d'agir quand on n'est pas à son rang d'initiative, qui sont des actions qui permettent d'aider les autres. Ce que j'essaie d'obtenir, oui, c'est un peu comme dans un film Marvel, quand vous avez Thor qui frappe le bouclier de Captain America pour créer une onde de choc qui va éparpiller les adversaires. C'est un peu ce genre d'idée, en fait. Et donc ta mécanique derrière, elle peut donc réagir, improviser par rapport à ça? Ou alors les pouvoirs sont scriptés Ah dans... non, non, Hexagone, c'est du pur freeform en fait, hein. D'accord. Les joueurs ont trois traits différents, donc ils ont leur motivation qui dit pourquoi ils sont des héros, quelle est leur place dans le groupe. Je suis stratège, je suis bourrin. Ils ont leur talent, donc combat au corps à corps, électronique, ingénierie, des choses comme ça. Puis ils ont leur pouvoir, évidemment. Donc si par exemple tu as un joueur qui est une sorte de maître de l'énergie, il peut, s'il affronte une équipe de robots en face, plutôt que de leur tirer des rayons dans la tronche, il peut choisir d'utiliser sa motivation scientifique, d'utiliser son talent en ingénierie, d'utiliser son pouvoir de maîtrise de l'énergie pour court-circuiter les robots qu'il a en face. D'accord, donc d'une base, on va dire, très tactique, très wargame, dans le sens où on a notre initiative, on lance, on affecte l'initiative et on essaie de fabriquer des tactiques. Derrière, il y a un côté donc très freeform et très narratif, en fait, dans la manière d'aborder le L'univers, il est complètement libre, hein. Il n'y a pas de liste de pouvoir. Tu crées ton pouvoir, tu lui mets un score, et ensuite, c'est selon voilà, comme je disais, comment tu veux utiliser ta maîtrise de l'énergie, ça va être au choix du joueur, selon les talents avec lesquels il combotte. D'accord, mais donc, quand tu dis qu'on te reproche parfois que le système est un peu lent ou un peu complexe, de ce que je comprends, moi, c'est que l'initiative, c'est le centre du système, puisqu'après, les choses sont très simples, puisque c'est du narratif. Donc, c'est Oui, important de savoir comment on s'organise pour développer la scène de combat, en fait. c'est comme c'est la première étape du combat, forcément, c'est peut-être la chose sur laquelle les gens s'attardent le plus. Il faut choisir le leader de l'équipe, il faut choisir comment il fait son jet, qu'est-ce qu'il met en jeu. Choisir tout ce que ses compagnons lui prêtent comme dés, il faut qu'il fasse le jet, et ensuite il faut qu'on répartisse les succès. Donc il y a quand même un certain nombre d'étapes, et je comprends que des gens puissent le trouver un peu long et complexe, même si au final, c'est juste jeter des dés et compter des succès. Et avant d'être arrivé à la mécanique d'Hexagone, tu t'avais travaillé sur d'autres mécaniques d'initiative, sur d'autres jeux Oui, depuis quasi tous les jeux auxquels j'ai participé, hein, j'ai toujours le nez dans les règles. Donc, tu as cassé le principe de l'initiative très basique que j'ai décrit au début dans tous les jeux que tu as designé. Plus ou moins cassé, hein, je pense pas que je révolutionne vraiment à chaque fois les choses. C'est que dans Chine, on avait statué que
le niveau du talent du personnage dans sa compétence de combat, ça détermine le nombre d'actions qu'il faisait dans le tour, par exemple. Donc là, c'était vraiment la base de la base. Qu'est-ce que j'ai fait qui soit un peu original Dans Luchador, par exemple, quand le jet d'initiative doit se faire avec une manœuvre qu'on veut utiliser, hein. Si par exemple on veut commencer par faire une prise de soumission, on va utiliser la manœuvre prise de soumission et on va mettre une petite coche à côté pour dire qu'à chaque fois qu'on réutilisera cette même manœuvre dans un combat, on aura un dé de moins à lancer. C'est-à-dire que le catcheur ne doit pas être prévisible aux yeux de son adversaire, donc il faut qu'il varie ses approches dans le combat, sinon il a des malus. D'accord, s'il fait toujours la même chose, il va devenir de moins en moins bon, quoi. C'est ça. Voilà, D'accord. prévisible en tout cas. Du coup, son Oui, adversaire prévisible. le verra venir et remportera l'initiative sur lui. C'est une initiative en jet d'opposition à ce niveau-là. C'est celui des deux qui réussit le mieux sa manœuvre d'entame. Ok. Et en dehors de ce que tu as créé toi, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont marqué sur l'initiative ou tu as envie d'en parler ou de dire quelle initiative t'a vraiment inspiré et aidé à Alors, fabriquer tes propres initiatives? il y en a une que j'aime bien, c'était celle de Prophétie. Donc ça parlera aux gens qui ont plus de 20 ans en tout cas, qui était un très bon jeu dans les années 90, hein, et donc il est toujours, hein, parce que c'est toujours un jeu magnifique. J'aimais bien parce qu'en fait, selon les caractéristiques qu'on avait, on calculait un score d'initiative qui donnait le nombre de D10 qu'on lançait, et on agissait à chacun des niveaux d'initiative donnés par ces D10. Donc on pouvait faire des combos et tout, genre si je faisais 2 fois le chiffre 6, ça veut dire que j'avais enchaîné 2 actions au rang 6 d'initiative. Et comme le jeu avait des manœuvres de combat, des talents selon la caste à laquelle on appartenait, ça permettait de bien se faire plaisir sur des combos un peu façon jeu vidéo. C'était vraiment très sympa. D'accord. Ah, Et c'était rapide à gérer ou c'était un petit peu... bah non, tu lançais tes 2, 3, 4 des 10 pour les meilleurs guerriers, tu arrivais à 4, et puis ensuite tu comptais par initiative décroissante, et toi, dès que tu avais un des chiffres de tes dés qui sortait, bah, tu agissais, quoi. Donc si tu étais vraiment rapide, oui. le serpent super rapide, bah, tu t'allais frapper 3 fois dans un combat face à un adversaire qui frappe 1 ou 2 fois. Ça donnait bien la différence entre un spadassin entraîné et puis un kidam, voilà, le conscrit de la milice, quoi. Ah, j'ai une dernière question sur Hexagone. Est-ce que c'est un système où on meurt? Non. Non, c'est pas super C'était héros. la vidéo précédente, ça, Matt. Oui, je sais, mais comme l'initiative détermine qui va taper le premier, il faut qu'il y ait un enjeu à taper le premier. Oui, il y a un enjeu, c'est de mettre hors combat, en fait. On est quand même dans un esprit comics classique. On joue pas forcément des gens aussi radicaux que le Punisher ou des choses comme ça. Donc, mais après, c'est au choix du joueur. S'il me dit non, celui-là, je le tue, je l'achève. Mais après, ça va poser des questions, on va dire, du roleplay et de la morale. Et donc, quand tu, bien sûr, c'est intéressant dans les jeux de super-héros, et donc pour toi, j'imagine qu'on peut perdre les rencontres. Oui. Et donc, quand on les perd, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, l'adversaire fait un paquet cadeau avec toi et Il peut te capturer ou voilà, des choses comme ça, hein, te menacer, te laisser pour mort, va savoir. On sait que dans les comics, on n'est jamais mort tant que l'éditeur en chef n'a pas donné son feu vert, quoi. Bien sûr. Et donc, les adversaires, eux, ils ont... change la vie après. En tant qu'MJ, pour le camp d'en face, les adversaires, tu organises toi-même aussi des tactiques ou c'est en réaction par rapport à ce que font les joueurs? Ça dépend du type d'adversaire. Les majeurs, donc le Docteur Fatalis, le super vilain, il va forcément, lui, avoir une fiche complète, et effectivement, il va pouvoir coordonner ces hommes de main qui, eux, ont des caractères très réduits, hein, qui se gèrent comme des simples obstacles, hein. Ils ont un niveau de difficulté, les PJ ont juste besoin de le surpasser pour les vaincre ou se défendre contre eux. D'accord, donc il y a une sorte de jeu d'échecs, on va dire, stratégique entre les groupes des joueurs qui gèrent l'initiative et le MJ avec son grand méchant qui va gérer sa tactique. Donc il y a une sorte de wargame narratif, on va dire. Pardon, excusez-moi. Pour revenir sur ce que tu demandais sur la mort, par contre, là, le spin-off d'Hexagone qui est sorti, qui vient de sortir ce mois-ci, après son crowdfunding de l'an dernier, qui s'appelle Les Partisans et qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, par contre, l'environnement est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que la mort peut vraiment être au détour du chemin, hein, quand on est face à une bande de SS ou des choses comme ça. Bon. D'accord. C'est déjà un peu plus, c'est moins comics du Silver Age et plus rude. D'accord. Et oui, Eric, j'allais me tourner vers toi. C'est la guerre, oui. Oui. Puis une des pires.
Donc, Eric, toi qui as pratiqué le plus vieux jeu de rôle du monde pendant des années et qui a essayé, j'imagine, de t'éloigner de l'initiative dans ce jeu, vers quoi tu es allé? Quelle est ta réflexion de game designer sur l'initiative? Alors moi, j'ai moins, je pense, travaillé sur l'initiative que Romain, clairement, puisque j'ai fini par en venir à l'initiative narrative que j'ai découvert dans Dungeon World, je pense, et puis qui est devenue ma règle de base que j'utilise dans à peu près tous les jeux. Et j'ai été regardé dans Star Drakkar, j'avais souvenir d'avoir parce que c'est un jeu qui a 15 ans, auquel j'ai pas touché depuis 12 sans doute, et c'est un jeu où je me souvenais avoir un token d'initiative. J'avais une petite tête de viking avec une fausse barbe que quelqu'un m'avait rapportée de Normandie, et les joueurs se passaient ça, et en fait c'était simplement un principe de passer l'initiative d'un camp à l'autre, du joueur au MJ. Mais si un camp voulait céder l'initiative à l'autre, il pouvait le faire, et en échange, il avait des bonus à ses actions. En attendant, il fallait recevoir les attaques de laser des méchants extraterrestres, enfin des gentils extraterrestres, puisque dans Star Drakkar, les Vikings sont les méchants. Donc, c'est-à-dire que je crois connaître cette initiative de ping-pong. C'est celle où, en gros, si les joueurs ont l'initiative, il y en a un qui ajoute dans leur groupe, puis après, ils passent l'initiative à l'adversaire, il y en a un adversaire qui joue, puis après, tu reviens au joueur. C'est ça le... Ça, c'est le ping-pong moderne, c'est la règle qu'on D'accord. trouve en règle, en house rule pour les gens qui jouent en Donjons et Dragons, en 5e édition, par exemple. Mais c'était ce que je pensais avoir fait à l'époque, et en fait, non. J'avais fait un truc moins bon que ça. Ça marche assez bien, en fait. Ça permet déjà de donner un peu le choix aux joueurs de savoir qui va agir avant les autres. Ça évite d'établir un tour d'initiative qui va être le même pendant 1 heure, 1 heure et demie si le combat dure longtemps. Donc quand tu joues en ligne, ça m'arrive super souvent, c'est bon, voilà, j'ai fini, déplacement, action bonus, au suivant. Tu prends ta tasse, tu vas à la cuisine, tu continues à écouter avec ton casque, mais tu sais que tu ne vas pas jouer pendant un quart d'heure. C'est le truc qui casse. Tandis que si tu fais ping-pong, tu joues, et puis après il va y avoir un monstre, et après si ça se trouve ça va être à toi à nouveau, parce que les autres joueurs disent non, c'est bon, toi t'es déjà sur le grand méchant, continue, tu veux le finir. Ouais, c'est l'intérêt du ping-pong ou de ce que Romain décrivait, c'est-à-dire qu'avec une initiative plus fluctuante, l'intérêt des joueurs est en permanence capturé, parce que, comme tu dis, ils savent leur tour va venir, on peut changer, ce que vont faire les autres a une influence sur leur propre tour, donc ça les intéresse d'être là et de pas juste attendre que le guerrier ait déroulé ses 4 attaques avant que le mago ait lancé sa fireball. Le meilleur système que je connaisse pour ça, il est extrêmement aléatoire, mais il peut être frustrant, mais il est réaliste dans le sens où tu sais jamais ce qui va se passer. C'est le système de Troïka. Je ne sais pas si vous avez vu ce jeu. Troïka, c'est un petit jeu de peut-être une centaine de pages d'un anglais qui c'est en gros basé sur le système de Advanced Fighting Fantasy, donc le système des défis fantastiques. Les livres dont vous êtes le héros, où on avait 2 caracs et des points de vie, qui dans les années 80, milieu des années 80, est sorti en jeu de rôle. Donc, format livre dont vous êtes le héros, je pourrais si j'avais pensé, j'aurais pu vous les sortir. Format livre dont vous êtes le héros avec des règles très très courtes. Bref, 40 ans plus tard, un Anglais décide de faire une sorte de hack dans un univers qui n'a rien à voir, mais quand il en vient à l'initiative, il se dit tiens, on va mettre un peu de bordel dans le combat. On va faire une ambiance vraiment chaotique où ça pète dans tous les sens. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir l'occasion de placer ta boule de feu ou ton coup d'épée. Et l'idée, c'est que par personnage, on va mettre 2 jetons dans un sac. Et on va mettre un jeton fin du tour, et on va mettre un certain nombre de jetons pour les monstres, en fonction de 5 gobelins, 5 jetons. Un dragon, 10 jetons. Pas déconner, c'est un dragon. Et du coup, alors maintenant, c'est au tour de le dragon, enfin les monstres. Donc, si tu veux, tu peux faire agir le dragon, puisque c'est les monstres. Je ne sais plus s'il y a une limite au nombre d'actions que peut faire chaque monstre.
Euh, tu peux faire attaquer le même gobelin 3 fois, autrement. Et maintenant, c'est au guerrier. Et maintenant, fin du tour. Ouais, donc autant dire que tous les joueurs autour de la table on se mordent les ongles et regardent avec grande impatience ce qui va sortir du sac. Je vois, c'est une manière de gérer un suspense. Et ça marche assez bien. J'ai fait jouer en ligne avec un système de cartes sur Roll20. C'est... Avec le risque de faire un TPK parce que tu as tiré que des icônes de monstres que les joueurs n'ont pas agi. Parce que, pas de bol, mais bon, après c'est un jeu old school, ça fait partie de l'OSR, donc tout le monde vient avec ce genre d'attente. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec l'initiative classique, dans le sens où ton exemple de la tasse il est excellent, parce qu'effectivement quand tu as fait ton tour et que tu es sur un jeu on va dire un peu classique, que ce soit du L5R, que ce soit du DD5, etc., enfin du DD3-5, etc., tu peux aller te chercher un sandwich, fumer une clope, boire un café avant que ce soit à ton tour de jouer. Sachant que j'ai aussi joué à Warhammer V2 avec le côté très aller-retour parfois de à toi, moi je tape, tu tapes, oui mais on n'arrive pas à se toucher parce qu'on est trop nuls tous les deux, super. Et du coup ce côté initiative il est très frustrant parce que tu es en mode oui mais ça fait 10 fois que je le tape, 10 fois que je le touche pas, lance les dés pour moi le MJ et puis on verra bien, parce que finalement le combat il est plus intéressant quoi. Et c'est ce côté là que j'avais bien aimé sur Hexagone, c'est le côté que j'aime bien moi sur tout ce qui est initiative que j'appelle narrative, parce que finalement on reste dans la cohérence, ça va vite. Moi j'aime aussi beaucoup Brigandine pour ça, où c'est un jet unique, il n'y a pas d'initiative, et un jet a forcément une conséquence. C'est un PJ qui lance ses dés, si tu réussis tu tapes le méchant, si tu rates c'est le méchant qui te fracasse. Voilà, c'est comme ça, c'est clair et net, et on n'a pas des combats qui durent 2 heures à pas pouvoir se taper. Mais c'est intéressant de réfléchir à l'initiative, et je trouve que c'est une des mécaniques un peu sous-exploitées et un peu sous-travaillées peut-être dans les jeux qui sortent régulièrement. C'est ce que tu disais, Romain. Peut-être pas récemment, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de choses là-dessus. Je crois que le Grump fait souvent des choses intéressantes. Tu parlais tout à l'heure d'un truc et je crois que ça m'a rappelé, je sais pas si c'est dans Cerbère qu'il a fait quelque chose de vraiment intéressant, dans un autre de ses jeux, où en fait tu cèdes l'initiative dès que tu fais une action offensive face à l'adversaire. Si tu choisis, tu vois, de ramasser un objet, de protéger quelqu'un, tu gardes l'initiative, les PJ gardent l'initiative, mais dès qu'il y en a un qui va être offensif, il perd son attaque et le camp d'en face va répliquer. C'est vachement bien ça. Avec le même principe. Alors je sais plus du tout c'est dans quel, ça doit être dans Cerbère peut-être. Et peut-être s'il regarde, il confirmera ou infirmera. Je me souviens que dans La Lune et les Deux Lotus, il avait un système assez intéressant aussi, où tu avais un certain nombre d'actions. Ça, c'est un truc qu'on voit depuis assez longtemps. Si ton initiative dépasse 10, tu agis à 12, et après tu agis à 2 à nouveau. Si tu fais 22, tu agis non seulement à 22, mais ensuite à 12 et ensuite à 2. Et il y avait un système de manœuvres spéciales que tu pouvais faire en prenant des malus à ton action, si je me souviens bien. Et l'une d'elles était avancer en initiative. Donc tu avais des duels qui étaient assez tendus entre les gens qui essayaient de prendre l'initiative les uns sur les autres. Ça accélère pas mal les combats, puisqu'à la fin, tout le monde a 3 actions. Ça peut aller assez vite. Et Axel, pardon, Eric, Non, c'est juste pour dire que c'est un jeu de Sword and Sorcery, donc on peut comprendre que très rapidement un coup de hache finisse le brigand de base. Et donc, Eric, tu parlais de l'initiative narrative, Axel t'en a reparlé, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est l'initiative narrative pour justement ouvrir un peu le débat sur l'initiative? Tu veux t'en charger, Eric, ou est-ce que... Ouais, je sais pas si on a la même définition. Vas-y, on va voir. Moi, c'est celle de Dungeon World, qui n'a pas de système de combat. Pas de système de combat, d'initiative. Non, il n'y a pas de système de combat non plus, puisque c'est un principe de move, donc d'action. Donc que tu fasses un jet de... comment c'est traduit en français? Je me souviens plus, c'était hack and slash en anglais. C'est taillé en pièces. Taillé en pièces, ouais. Que tu fasses une action de tailler en pièces ou une action de découvrir, fouiller une pièce, où je me souviens absolument pas. Pourtant, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Ou de... ça va pas me revenir. Saisir la situation ou quelque chose comme ça. Voilà, ce genre de choses. Tu es toujours dans le même cadre. Il n'y a pas de stop, on fait un combat.
Et du coup, la situation s'enchaîne. Tout d'un coup, une araignée géante tombe du plafond. Elle tombe sur le ranger. Le ranger, qu'est-ce que tu fais? Le ranger réussit ou rate son jet, on décrit les conséquences, on se tourne vers... alors c'est soit le joueur le premier qui se jette sur le MJ en disant ah, moi je suis le barbare, j'y mets ma hache entre les yeux, ou bien le MJ qui fait attends, parce que le voleur était juste derrière, et blablabla, et du coup tu racontes, ça demande plus de boulot pour le MJ, parce qu'il faut distribuer la parole, il faut imaginer la situation, mais... le parallèle que je fais toujours, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, le premier film, l'attaque des orques dans la Moria, avec le troll, avec Legolas qui lui monte dessus, avec Frodon qui court, qui prend des coups de chaîne, et la caméra passe de l'un à l'autre, c'est super dynamique, et on n'a vraiment pas l'impression qu'on est sur une carte, à compter les cases, à faire agir tous les gens, alors que il n'y a pas forcément de réaction en face, tu vois. Quand tu fais une initiative normale, c'est je donne un coup de hache sur le prêtre du mal. Il se passe 50 trucs après, et puis le prêtre du mal va enfin lancer son sort, parce qu'il était paralysé pendant tout ce temps-là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans Magato Monster, j'ai dit initiative, initiative. On raconte les choses dans l'ordre, on fait agir le gars qui a une arbalète chargée au début, ou celui qui a préparé son sort. S'il y a une embuscade, tout le monde pourra agir, et puis débrouillez-vous. Faites un petit plan s'il faut, et réguler les joueurs prêts à tout pour être les premiers à agir. D'accord, donc l'initiative narrative, c'est quelque chose qui, comme tu le décris, a l'air d'être très au doigt mouillé, en tout cas la réalité de la fiction. Et c'est quelque chose que tu peux adapter à des jeux, après à beaucoup de jeux, ou c'est quelque chose qui est quand même réservé à des jeux avec des systèmes plutôt narratifs? Magato Monster, c'est un système qui est quand même à 90% ou à 80% OSR, donc je pense que ça fonctionnerait. Tu pourrais jouer en 5e édition comme ça. J'attaque le gobelin, il n'est pas mort, il riposte. Maintenant, la caméra passe sur le magicien en train de lancer sa boule de feu. Je pense que ça passerait, j'ai pas essayé, mais... En 5e édition de DD, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de dons et de mécaniques qui jouent sur l'initiative. Donc, si tu décides de jouer en initiative narrative, tu effaces une partie on va dire, de build de personnages ou de dons ou de... Je sais pas si c'est moins bien ou moins bien, je juge pas. Pour moi, toutes les pratiques sont super intéressantes. Je veux dire, autour de la table, je comprends tout à fait, moi, qu'on puisse avoir du plaisir avec le système d'initiative d'Hexagone, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir du plaisir avec le système narratif. Donc, moi, je suis pas là pour supporter un jugement de valeur, mais dans DD5, si tu décides de passer en narratif, tu acceptes de retirer une partie des dons et pouvoirs du jeu. Il faut prévenir les joueuses et être sûr que ça plaira. Complètement, t'as dit deux choses. Vas-y, Romain, je te vois qui voulait réagir. Moi, en fait, ce que je pense qu'il faut réfléchir en termes de genre. Les gens qui me connaissent un peu, ils savent que c'est mon dada. Je prends un exemple simple. Si on prend le jeu qui est adapté que Doctor Who, l'initiative, elle est simple. C'est ceux qui parlent agissent en premier, ceux qui s'enfuient agissent en deuxième, et ceux qui font des actions offensives, c'est les tout derniers. Parce que la série est comme ça. Parce que c'est une série où on réfléchit. C'est une série qui place la violence en dernier recours. C'est la solution des faibles, en fait. Le docteur, lui, c'est un cerveau, il réfléchit, il a des plans, il est diplomate, il s'embrouille les autres, donc réfléchir, parler, et puis il s'enfuit souvent, donc s'enfuir, c'est vraiment les actions qu'on va faire en premier. Donc il faut, à mon avis, il faut vraiment analyser dans quel genre je veux m'inscrire. Il faut réfléchir pas seulement en termes d'univers, je fais un space-up, oui, mais un space-up dans quelle idée? Dans l'idée de Dune, dans l'idée de Star Wars, dans l'idée des vieux planètes opéra, comme le Mousquetaire de Mars, pour faire un petit clin d'œil à Eric. Je pense qu'il faut vraiment à chaque fois, moi c'est quelque chose auquel je réfléchis, comme je disais tout à l'heure, les Chroniques de l'étrange, c'est basé sur les films de Hong Kong, on va dire, assez simplement, il n'y a pas que ça dedans, mais je veux dire qu'au niveau de la dynamique de l'action dans cette série, que ce soit les romans ou le jeu de rôle, on est dans le film de Hong Kong, le polar, le film de Kung Fu. Faut imaginer Jackie Chan faire ses cascades, Chow Yun-fat avec ses 2 flingues, donc il me fallait un système d'initiative qui rende ça, et de combat. Et sur d'autres jeux qui appartiendraient à un autre genre, on peut réfléchir à quel type d'initiative. Parce que si on veut une initiative, on va dire, réaliste, ou qui opposerait des gens qui seraient un peu du même niveau dans une bonne grosse mêlée, finalement c'est le système de Troïka qui serait le meilleur.
On ne sait pas à quoi s'attendre, on tire des trucs, si le mec a de la chance ou pas, pris dans la cohue de la bataille. C'est ça finalement, cette espèce d'énorme bouillabaisse de combattants qui se trucident. Puisque dans la réalité, les gens aussi rapides que Bruce Lee, ça court pas les rues non plus, quoi. Alors que Non. on peut inventer des systèmes d'initiative, on s'en fout qu'ils soient pas réalistes. L'important, c'est qu'ils Oui. soient crédibles dans ma proposition ludique. Est-ce que mon genre et la règle se rencontrent pour que la règle soit intéressante et rende bien l'esprit que je veux modéliser, en fait. Bah, moi, j'aime beaucoup ton exemple de Doctor Who parce que ça tombe bien, ça va me donner une très bonne transition. C'est que pour l'instant, on parle de l'initiative autour du combat, l'initiative pour gérer le combat. Et là, tu nous parles de Doctor Who qui fait une initiative qui sert très spécifiquement à rendre le genre et donc à dire que en rang d'initiative, le combat arrive après tout le reste. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est l'outil initiative vient tout d'un coup donner une patine au jeu et vient en fait à l'encontre de ce dont on a l'habitude avec le combo, avec l'initiative, c'est-à-dire qu'est-ce qui tape le premier. Et donc, moi, je me pose la question, j'ai des petites réponses, mais je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des systèmes, des mécaniques d'initiative, à part qui ne servent autre chose que le combat, en tête, qui pourrait être intéressant de... Ouais. Ouais, moi j'ai lu et je fais jouer en ce moment la 5e édition de La Légende des 5 Anneaux. Mm. Et c'est un jeu au système très complet, assez touffu, assez crunchy. Et il y a tout un pan pour les affrontements sociaux, avec des scènes sociales, de comment ça se passe, etc. Et donc avec un système d'initiative sociale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans L5R, avant, c'était quand même beaucoup de combats, on tuait des méchants, on tuait des machins. Et on remet les courtisans et autres personnages sociaux au centre de la table avec des vraies mécaniques où l'initiative a un intérêt aussi pour ces gens-là. Évidemment, ça va se baser sur leurs forces. Et il y a encore un côté plus sympa, c'est que, évidemment, avoir une initiative haute dans les scènes sociales est important, parce que ça te permet d'agir en premier. Donc, il y a un système d'objectifs à remplir, et donc plus tu agis vite, évidemment, plus vite tu peux remplir ces objectifs théoriquement. Après, si tu agis après, tu as plus d'informations de ce que veulent les autres en face. Donc, il y a tout ce système, un système stratégique de pouvoir aussi s'adapter à ce qui se passe en face, changer ses objectifs et ce genre de choses. Je voulais juste revenir rapidement sur ce qu'a dit Eric et l'initiative narrative. Il a parlé de deux choses qui sont très importantes. Le côté cinématographique, moi c'est ce que je recherche aussi, le côté très rapide, le côté cohérent en termes de fiction. Moi globalement j'ai 3 grands cas de figure, il en a parlé. Si les personnages joueurs font une embuscade contre les PNJ, les personnages joueurs vont agir en premier. L'inversement, si les PNJ font une embuscade, ils vont agir en premier. Et après, c'est l'affrontement frontal, on va dire, c'est la cohérence de l'histoire. C'est-à-dire que si j'ai un PJ qui me dit ah bah j'avais un plan, je l'attaque direct, boum, on va mettre le focus. C'est vraiment ce côté caméra qui va se pointer sur les gens qui agissent au fur et à mesure en réaction, avec cet effet souvent un peu ping-pong. Et je voulais noter la limite de ce système où il n'y a pas de système presque, c'est effectivement le tour de table. Ça dépend aussi beaucoup des gens autour, et c'est important qu'il y ait un tour de parole et qui s'occupe des différentes personnalités des joueurs, parce qu'on connaît tous des joueurs fort en gueule et des joueurs un peu plus effacés. Il faut pas que l'initiative narrative soit un prétexte à ce que le mec fort en gueule agisse 3 fois dans le tour, et le mec un peu plus effacé, qui a un peu plus de mal à s'exprimer, à prendre la parole, à prendre le pas, joue pas, parce qu'il n'y a rien de plus chiant, il n'y a rien de plus frustrant. Et donc, l'initiative narrative, c'est bien, mais il faut avoir une table, moi, comme ce que j'appelle à chaque fois une table fonctionnelle, il faut en tout cas en parler avant, et il faut bien se caler, quoi. Voilà. Bah, je rebondis sur ça parce que, en fait, l'initiative, c'est par rapport à ce que disait Eric, sur le fait qu'il faut que ce soit le MJ qui prend sur lui la répartition de la parole, c'est qu'en fait, dans le jeu de rôle, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'initiative, en fait. Même en dehors du combat, juste qui a le droit de parler. Et donc, répartir l'initiative, c'est-à-dire le bâton de parole, pour revenir vraiment au compte au coin du feu, il y a quelqu'un qui te donne le bâton de parole, donc il te donne l'initiative pour discuter. Et donc, en fait, on ne peut pas complètement se priver d'initiative, je veux dire même de l'initiative au sens primaire du terme, qui parle, qui a le droit de parler, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand vous faites de l'initiative narrative, qui peut plaire à beaucoup de gens qui l'ont peut-être assez de l'initiative traditionnelle, c'est qu'il faut, il faut se rappeler qu'il y aura toujours quand même une répartition de l'initiative. Ouais. Et oui, Eric?
Non, et très souvent, en tant que MJ, quand tu es sur une table que tu connais pas bien ou qui se connaît pas bien, tu es obligé d'arrêter les joueurs qui peuvent pas s'empêcher Complètement. d'attirer la couverture à eux. Et c'est pareil dans un combat en initiative narrative. Oui, alors qu'une initiative classique, bah, pour le coup, elle te dit vraiment qui doit agir, et c'est ton C'est ça. tour, et voilà, donc il n'y a pas d'hésitation, quoi. Et quand c'est à la place de celui qui est peut-être un peu plus timide, mais c'est son tour de jouer, c'est son tour de jouer. Tous les autres, bah, l'écoutent, quoi. Mm. Mais je voudrais citer quand même un exemple que je trouve intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu qui s'appelle Index Card RPG. Mhm. Qui est un jeu indé avec un auteur qui a un peu foufou, qui décide, qui a sa chaîne YouTube et qui fait plein de trucs intéressants au niveau graphique. Mais il a ce concept que pour lui, l'initiative, c'est l'ordre d'action dans le tour. Et c'est là où après, il a poussé la réflexion de qu'est-ce que c'est un tour. Et donc dans son jeu, toute sa manière dont le jeu s'organise, ça s'organise quoi qu'il arrive toujours en tour. Mais ce qui change, c'est le spectre du tour. C'est-à-dire un tour, ça peut être quelques secondes, donc le momentum du combat. Ça peut être quelques minutes, quelques heures, quelques mois, voire même quelques années, si vous voulez. Et en gros, si vous décidez que vous êtes, je sais pas moi, en phase de voyage, donc le tour, ça va être compté en jours, ou si vous êtes en phase d'exploration de donjons, ça va être compté en heures, par exemple. Chaque joueur va avoir son rang d'initiative. Qu'est-ce que tu fais à ce tour? Et donc pendant le voyage, qu'est-ce que tu fais à ton tour? Et quand tu es en train d'explorer le donjon, qu'est-ce que tu fais à ton tour avec ton rang d'initiative? Sachant qu'évidemment, le MJ, et ce qui s'oppose au joueur, a aussi son rang d'initiative. Mais là, on sort du combat. C'est qu'en fait, il n'y aura pas que du combat. Dans le voyage, ça peut être la pluie, la neige, les péripéties. Dans le donjon, ça peut être un sol qui s'écroule, un éboulis de pierre. Et donc, c'est tout ce qui peut couper les joueurs dans leur initiative, justement. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans ce jeu, cette réflexion que l'initiative, c'est à quel moment les joueurs vont briller dans le jeu, mais qu'en fait, c'est pas uniquement dans le combat, ça peut être à plein d'autres phases dans le jeu, en dehors du combat, et donc servir à autre chose que le combat. Ouais. Et le jeu va même un peu plus loin, puisque il te dit de faire un tour de table de gauche à droite pour l'initiative et pour tout. Donc, quoi qu'il se passe, donc on est en voyage, on est en exploration, fouille, dialogue, etc. Tu fais le tour de table. Et à la fin de la page, il dit, et évidemment, vos joueurs, au bout d'un moment, vont décider dans quel ordre ils s'asseyent. Parce que c'est quand même pratique d'avoir le voleur qui agit en premier, le clerc à la fin du tour pour soigner ceux qui sont tombés pendant leur tour. Et il fait l'équivalent en écriture d'un haussement d'épaule en faisant c'est le jeu. C'est du métajeu, ouais. Non, carrément. Et le métajeu dans le système. Ouais, et ça marche. Mais on retrouve, c'est marrant parce qu'on retrouve l'idée que Romain exprimait au début, celle de répartir l'initiative, que les joueurs méta réfléchissent sur comment répartir l'initiative pour justement déclencher des combos. D'ailleurs, si vous voulez voir une partie de Index Card RPG, regardez, il faudra mettre le lien. Oui, on mettra le lien. Cette année, quand on avait fait Danger et Décision, qui était une méta-campagne où on jouait les mêmes personnages d'une séance à l'autre, mais on changeait de jeu et de MJ entre-temps. Donc, on a fait tourner les jeux. Et la première, c'était Kobayashi qui nous avait fait jouer un Index Card RPG. Vous pourrez voir comment ça tourne. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Romain? Oui, j'en ai toujours. Ah. J'ai l'impression qu'on a une sorte de spectre en fait large. On va dire qu'on part de jeux, pas de jeux où c'est sérieux, on joue. Donc on a une initiative, on ne transige pas avec, je veux dire. Et à l'autre bout, on va avoir beaucoup il y a quand même pas mal de systèmes, on va dire, effectivement récents. Alors, je ne sais pas si on peut employer le terme de narratif avec, parce que ça devient un peu tabou, ces mots, des fois, j'ai l'impression, sur les débats. Les apocalypses, abstract donjon et tout, où effectivement, on est beaucoup dans l'initiative fictionnelle, quoi, qui prend en compte la cohérence de la fiction sans mécanisme, qu'on joue à Monster of the Week, à Abstract Donjon, Abstract Steampunk ou autre. On est dans des choses où l'initiative, on gère ça voilà, au bagou, à la cohérence de ce qui se passe. Et puis à l'autre bout, on va avoir je sais pas, des D5, Warhammer, des choses comme ça, qui ont un passé Shadowrun, qui ont un historique de jeu touffu, on va dire, en matière mécanique, et qui
et qui vont être très, très carrés là-dessus. Du coup, et j'ai l'impression que le curseur enfin le spectre va d'une extrême à l'autre, mais j'ai l'impression que le curseur bouge pas forcément énormément. Je ne sais pas s'il y a c'est peut-être mon inculture sur le sujet, mais est-ce qu'il y a des systèmes qui parviennent à mélanger une initiative narrative avec un système un peu plus carré pour mieux la gérer ou pour offrir une béquille à des joueurs débutants. Je ne sais pas trop si ça existe, ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment coincé entre soit j'ai une vraie initiative, je vais jeter des dés et tout ça, soit je vais y aller à la cohérence de la fiction. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de trouver le moyen terme. Mm. Je sais que Pathfinder 2, par exemple, j'avais trouvé l'idée intéressante. Bon, après, c'est un jet, c'est pareil, il y a un ordre comme dans Donjons et Dragons, mais tu faisais ton jet avec la compétence de ton choix, en fonction de ce que tu faisais dans la situation. Le qui s'infiltre faisait son jet de discrétion, le magicien qui cherchait les créatures invisibles faisait un jet d'arcane, etc., quoi. J'avais fait ça sur Mythic Battles Panthéon aussi, où Ulysse faisait son initiative avec sa ruse, enfin des choses comme ça, quoi, qui paraissent cohérentes. Mais c'est vrai que un mix des deux, est-ce que c'est possible même? Puisque au final, c'est quand même deux trucs très antagonistes. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même c'est presque, oui, c'est ça, c'est très antagoniste. J'ai pas l'impression que ça se marie très bien. De ranger quelque chose en disant, en fait, finalement, tu fais comme tu veux. Je suis pas sûr que ça puisse cohabiter, quoi. À la rigueur, c'est organiser l'initiative peut-être entre le camp des PJ et le camp de l'adversité. Et au sein de chaque camp, on fait ça à l'initiative. Ouais, potentiellement. Tu dis que qu'il y a des spectres très différents entre hyper léger en règle et hyper touffu en règle. Alors, c'est pas exactement ces termes que tu peux être hyper touffu en règle en ayant une initiative narrative. Hein, d'accord, ok, on est d'accord. Mais je veux dire, ou des systèmes carrés sur l'initiative, parce que historiquement, c'est des joueurs qui sont peut-être plus directement des fans de Wargame. Des héritiers de Wargame, comme tu disais, et puis à l'autre bout, tu as les gens qui s'intéressent plus à l'histoire, à la fiction. C'est le fameux modèle qui maintenant, paraît-il, est dépassé de LNS, je ne sais plus, narratif, ludiste, etc. Je pense que je suis un peu plus ludiste qu'Eric, puisque j'aime quand même bien avoir des systèmes d'initiative, mais comme j'expliquais, j'essaye quand même que les joueurs puissent avoir un impact dessus, s'amuser avec. Ça me paraît assez intéressant que le joueur n'ait pas juste acheté un dé et à se conformer à ce que le dé lui a dit, quoi. Est-ce qu'il peut jouer avec? Est-ce qu'il peut dépenser? Je sais que c'est sur Devastra que j'ai fait ça, où ton jet d'initiative, c'est un jet comme les autres qui te permet d'obtenir des succès. Et ces succès, tu vas les dépenser soit pour agir plus vite, pour te mettre sur la défensive et augmenter tes jets de défense, soit pour frapper à fond, soit pour aider quelqu'un, soit pour avoir une action supplémentaire. J'aime bien quand même, c'est ce que je disais au début, hein, l'initiative, c'est pas toujours intéressant. Donc c'est quand même bien de la rendre un peu plus passionnante. Mais c'est vrai que je vais rarement jusqu'à l'extrême de l'initiative narrative. Okay. Tu parlais de joueurs qui organisent narrativement leur initiative d'un camp à l'autre. Hein. On peut remonter en 1981. Et, il l'avait gardé sous le manteau, dis donc. Elle est vraiment pas loin de mon bureau, j'ai toujours la boîte rouge sous mes fesses. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut servir. Ma collection de vieilleries est juste là, donc c'est pas très difficile. Là, l'initiative, c'est tout simple, c'est l'initiative par camp. Tu jettes un D6, le MJ jette un D6, celui qui fait le plus agit en premier. Après, il y a un ordre qui complique la vie des gens parce que tu dois faire les déplacements avant les attaques à distance et les sorts arrivent après, donc la boule de feu dans le dos des guerriers, ça arrive tout le temps. Mais il y a un côté, ok, on a l'initiative, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et puis un MJ un peu méchant va faire, je vous laisse encore 5 secondes pour décider, après j'attaque. Et du coup, ça marche pas mal, hein. C'est le plus ancien système. Si en plus tu rajoutes la règle optionnelle de si vous faites le même jet que les monstres, tout se passe en même temps, donc même si vous les tuez, vous avez quand même une chance d'y passer. C'est quand même un système très mortel. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu cites cet exemple, tu parles quand même du fait qu'il faut faire les déplacements, les choses comme ça. Ça rappelle finalement le jeu de plateau.
Et je trouve qu'actuellement, le jeu de plateau, lui, tend à venir vers le jeu de rôle. Sur des choses comme ça, je pense par exemple au Conan ou au Batman de Monolith, où le MJ, enfin pas le MJ, mais l'antagoniste, quoi, celui qui joue les méchants. Et puis c'est des jeux collaboratifs où il y a d'un côté des joueurs, de l'autre un mec qui joue tous les méchants. Il a devant lui toute une piste avec ses méchants, et quand il en fait jouer un, il le met à la queue de sa liste et il peut plus l'utiliser avant que les autres aient agi. Donc si par exemple il a 2 malfrats, il peut tous les 2 les faire agir, mais hop, il les fout à la fin, et du coup il faudra qu'il fasse, donc s'il grille en utilisant le Joker dès le début du combat, bah, son Joker il va pas pouvoir revenir avant que tous les autres aient agi. Où je pense, comme tu disais, le coup à donjon, si on fait le même chiffre que les monstres, tout le monde se frappe en même temps. Dans un jeu comme Arcadia Quest, il y a quelque chose comme ça, où on attaque le monstre, mais si on ne le tue pas d'un coup, enfin si on n'atteint pas son score de massacre, c'est-à-dire que c'est un score qui fait que tu le tues et il ne peut pas répliquer, mais si tu peux le tuer quand même en faisant juste son nombre de points de vie, mais il aura le temps de répliquer avant de mourir. Et donc tu peux quand même te faire tuer en même temps ou autre. Donc je trouve qu'il commence dans les jeux de plateau surtout ceux qui s'inspirent finalement du donjon exploring ou des choses comme ça, à des mécaniques que je trouve pas inintéressantes, qui sont réfléchies. Alors c'est marrant parce que d'un côté on se dit que ça a une origine commune, mais je pense que le game designer de jeux de plateau réfléchit pas exactement comme le game designer de jeux de rôle, et du coup c'est intéressant de se confronter à ça. Enfin moi je sais que j'aime bien regarder ce qui se fait dans pas mal de jeux de plateau pour voir s'il y a des idées qui seraient applicables en jeu de rôle. Ouais. Notamment la présence d'éléments physiques sur la table, qui est un truc qui, moi, me plaît de plus en plus. Ouais, bizarrement. Alors j'ai l'impression que la tendance, c'est d'aller vers le dépouillement en jeu de rôle, c'est-à-dire, voilà, c'est narratif, on partage la fiction. Dans la boîte de Dungeon World, il y avait des figurines et un plateau avec des... Ouais, parce que je pense qu'il se réclamait pas mal de DD, justement. Bien sûr, évidemment. Chez version Apocalypse DD, donc il se mettait ça. Mais comme je disais, par exemple, sur les Chroniques de l'étrange, on a fait pas mal d'éléments qui se posent sur la table, et la ronde d'initiative, qui est une sorte de cercle sur lequel on se déplace avec des pions. C'est typiquement le genre de choses que j'aime bien, mais dont je sais que le public rôliste pourrait ne pas beaucoup l'apprécier, en fait. Ouais. Il y a Gloomhaven qui a un super système d'initiative. Je ne sais pas si vous avez joué, c'est un jeu d'exploration de donjon en mode legacy auquel j'ai pas pu jouer depuis le début de cette pandémie. Avec une boîte qui fait 50 kg 7 et tu peux tuer ton voisin en lâchant de la fenêtre. Mais... C'est un matos de fou. Mais tu as un certain nombre de cartes qui te servent avec tes actions dessus, et chaque carte a, en plus d'avoir 2 pouvoirs, 2 actions, donc il faut que tu choisisses l'action du haut de la première carte et l'action du bas de la deuxième carte, donc tu as un choix monstrueux. La Paralysis, Analysis, ça peut être fatal. Mais tu choisis, en plus d'avoir ces 2 trucs-là, tu as un score d'initiative. Donc il faut vraiment que tu choisisses. Alors je peux faire ça, mais ça veut dire que je peux placer ma super attaque, mais ça veut dire que du coup je peux pas utiliser le soin, il faut que je fasse ça, et ça veut surtout dire que je vais agir après tout le monde. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Ça fait des combats qui sont super dynamiques, super tactiques. Très bien. Bah écoute, Axel, je sais pas si tu as une dernière chose à dire. Ouais, moi je réfléchissais, il y avait je me rappelle plus le système de COPS qui est aussi hyper cool en termes d'initiative. Le joueur choisit quand est-ce qu'il agit. Par contre, plus il agit vite, plus il prend des malus, et vu la tronche du jeu, en fait c'est le COPS c'est très mortel. Et du coup je trouve ça hyper intéressant aussi de dire ok très bien t'agis en premier, mais par contre du coup d'avoir l'initiative, il y a beaucoup de choses que tu connais pas, dont tu connais pas forcément la situation en face. C'est quelque chose qui mêle un peu ce côté au choix du joueur, mais aussi assez mécanique, dans le sens où, bah ok, je crois que c'est des postures, si je dis pas de bêtises, mais ça fait une éternité que j'ai pas relu COPS. Et du coup, si t'es dans une posture très agressive, bah tu risques de te prendre les bastos, toutes les bastos du monde, quoi. Ok, donc tu prends des risques, tu payes le fait de t'agir vite, quoi. C'est ça. Je crois qu'il y avait une phrase, c'était mince. La police veut pas de tête brûlée, mais de flics, je sais plus, c'était pas de tête brûlée, je sais plus, bref. Qui reste en vie. Des flics prudents et raisonnables et pas des têtes brûlées, je crois, quelque chose comme ça dans le livre, quelque part. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à vous, que vous soyez amateur
de jeux tactiques ou de jeux narratifs. J'espère qu'on aura survolé, hein, vu le temps qu'on a. On va pas rentrer dans le détail absolu, mais qu'on aura survolé pas mal de concepts et d'idées qui vous aideront peut-être si vous êtes game designer ou si vous êtes MJ ou joueur, à vous dire tiens, ça j'aimerais bien tester autour de ma table. Donc voilà, c'était le 2e épisode de Jouons avec. C'était l'initiative. Et puis merci à Romain, merci à Eric, merci à Axel. Merci à toi. À bientôt sur À la prochaine. Factory. Ciao. Salut.